Le panneau des juges intègres est un vol mythique. Mythique parce que c'est une œuvre majeure. C'est le premier tableau totalement réalisé à l'huile. L'agneau mystique reste entouré des mystères. Et la police? Eh bien oui, la police n'était pas sur place. Donc on a déjà raté les premiers indices importants. Je ne vois que le vol de la Joconde qui pourrait être aussi important. Oui, il y a un choc. Il y a un choc parce que Van Eyck est un génie. 80 ans que le mystère persiste et que le feuilleton passionne la Flandre, où se cache le panneau volé du retable de l'agneau mystique. Van Eyck est un des plus grands artistes de l'histoire de la peinture occidentale. C'est littéralement un génie. La façon dont il tient le pinceau, la façon dont il manie le pinceau, dont il rend tous ces détails. Ce tableau est vraiment un chef-d'œuvre, mais aussi à cause de la main de Van Eyck, parce que Van Eyck est un artiste extraordinaire. L'histoire de l'agneau mystique explique aussi un peu l'importance de l'œuvre. Pourquoi est-ce que Hitler voulait la voir? Pourquoi est-ce que les Français voulaient la voir? Le roi de Prusse. Élisabeth Ier, reine d'Angleterre, Philippe II, roi d'Espagne. C'est une œuvre tellement importante que la posséder, ça représente quelque chose. C'est un tableau qui est tellement important pour l'histoire de l'art que les grands de ce monde veulent ce tableau, mais surtout comme symbole de pouvoir. C'est une œuvre donc, qui est inscrite sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, qui même si c'est un sujet religieux, même si elle appartient à son époque, c'est quelque chose qui nous parle aujourd'hui toujours même hors de son contexte. Et Van Eyck, avec son art, touche réellement notre âme. Les frères Van Eyck, à travers cette œuvre majeure, touchent en effet les âmes de millions de visiteurs venus du monde entier pour l'admirer. Ce polyptyque, composé de 24 panneaux peints à l'huile, est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art primitif flamand. Sa taille est monumentale, puisqu'elle fait presque 4 mètres sur 3 en position fermée et plus de 5 mètres en position ouverte. Dans sa partie supérieure, on voit au centre le Christ, représenté en roi. Certains affirment qu'il s'agit même de Dieu, entouré de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste, et des anges chantant et jouant de la musique. Sur les panneaux extérieurs, Adam et Ève sont représentés nus. La partie basse du retable représente au centre l'adoration de l'agneau mystique, entouré de prophètes, de saints et de martyrs, absorbés par la prière dans un grand champ sur lequel se répandent les rayons de la colombe du Saint-Esprit. Toutes ces scènes sont représentées avec un naturalisme et une précision extraordinaires. Mais derrière cette œuvre exceptionnelle se cachent près de 4 siècles de vols, pillages et appropriations. En 1566, le retable est caché pour échapper à la furie iconoclaste des calvinistes. En 1794, ce sont les 4 panneaux centraux qui seront transférés au Louvre par les républicains jusqu'en 1816. À peine revenus, les panneaux latéraux passeront de main en main jusqu'à Berlin. Il faudra attendre la signature du traité de Versailles en 1920 pour voir l'Allemagne contrainte de restituer les pièces. Mais sitôt la Seconde Guerre mondiale commençait, la quête du polyptyque occupe pendant 2 ans une équipe spécialisée à la solde d'Adolf Hitler pour son futur musée de Linz. Il est retrouvé le 8 mai 1945 au milieu de centaines d'autres merveilles dans la mine de sel d'Althaus par la 3e armée américaine.
Depuis, les visiteurs de la cathédrale Saint-Bavon pensent admirer l'intégralité du retable. Mais c'est sans compter sur ce vol qui a eu lieu en 1934 et qui, aujourd'hui, reste encore l'un des plus grands mystères dans le monde des vols d'œuvres d'art. Le vol du tableau des juges intègres a été découvert le 11 avril, vers 6 h du matin, par le sacristain Van Volsem. Il arrivait dans la cathédrale Saint-Bavon pour sa ronde du matin. Il constate qu'une des portes est ouverte, entrebâillée, et qu'il y a déjà une vieille dame qui est entrée dans l'église. Il s'en étonne, il pense qu'on a peut-être volé quelque chose, il fait le tour de l'église, il voit rien, tout est là. Et ce n'est que quand il va ouvrir la chapelle Weid, c'est l'endroit où se trouve l'agneau mystique de Van Eyck, qui constate que, en ouvrant le rideau qui se trouve devant, qu'un des tableaux a disparu. En fait, ce sont deux tableaux, puisque c'est un tableau double, avec un avers, donc à l'avant de ce tableau, les juges intègres en couleur, et une grisaille à l'arrière qui est un Saint-Jean. Le sacristain contacta le chanoine Van de Heijn immédiatement. Non, mon agneau, c'est pas possible. Qui, à son tour, contacta la police. Il y a un procès verbal qui commence à 8h30 du matin du 11 avril 1934. C'est l'acte de naissance de cette affaire qui est devenue un véritable mythe. Toute la Belgique s'en préoccupait à cette époque-là. C'était le drame national. La police, à cette époque-là, c'est plutôt Dupont et Dupont, et pas Maigret. Et donc, il y a un commissaire qui s'appelle Österborg, un brave homme d'une 50aine d'années, mais qui ne prend pas plus d'initiative que ce qu'il reçoit comme ordre de son supérieur. Le brave homme doit faire tout ça, tout seul, avec l'inspecteur, en plus des affaires courantes qui arrivent tous les jours dans un commissariat. Il n'a pas de machine à écrire pour situer, il n'y a qu'une seule voiture, la police judiciaire, donc les moyens sont très petits. Le commissaire d'Österborg et le chanoine Van de Heijn sont allés à la chapelle de Weid ensemble. Mais il y avait déjà beaucoup de monde dans la chapelle, parce que la nouvelle du vol se répandait comme une traînée de poudre. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, beaucoup de gens étaient déjà là. Et le commissaire a décidé de revenir dans l'après-midi, quand la plupart des gens seraient partis. Et se décide de faire des choses plus importantes, notamment s'occuper d'un vol de vieux fromage. Et revient l'après-midi, mais évidemment, entre-temps, il y a des milliers de personnes qui sont venues voir un tableau qui n'est plus là. Et bien sûr, plus moyen de faire des prises d'empreintes, puisqu'on trouvera toutes les empreintes de tous les gens qui sont passés. Et donc, on a déjà raté là les premiers indices importants. Aujourd'hui, ceci est impossible à imaginer. Si aujourd'hui un vol comme ça se passait, on enverrait une équipe et des laborantins. Mais en 1934, tout ça n'existait pas.
C'est une enquête qui s'est faite probablement comme se faisaient les enquêtes de cette époque-là. On a demandé aux gens s'ils pouvaient témoigner, s'ils avaient vu quelque chose. Il y avait des lettres qui venaient de la France. Il y avait des lettres de clairvoyantes, il y avait des lettres complètement farfelues. Mais comme ça, il y en a plusieurs dans le dossier quand même. Là aussi arrivent des témoignages du style « J'ai entendu à 3 h du matin une voiture qui démarrait très vite sur le chapeau des roues, c'était probablement les voleurs. » Ou encore « Il y a un petit avion qui a volé au-dessus de chez moi cette nuit, c'est sûrement les voleurs qui partaient avec le tableau. » Mais la police fait son travail et perd son temps à examiner toutes ces pistes qui ne valent rien. Et la police est nulle part. Dès le début, on a aussi présumé que le panneau des juges intègres était à l'étranger. À un certain moment, on pensait qu'il se trouvait en Allemagne. Plusieurs de ces tableaux ont été achetés légalement par les Allemands au XIXe siècle. Mais avec le traité de Versailles, ces tableaux ont dû être rendus à la Belgique. Donc on se dit, c'est les Allemands qui veulent se venger, qui veulent récupérer leurs tableaux. Il y a eu des articles assez violents dans certains journaux belges. Il y a eu des rumeurs qui ont raconté que des agents nazis se trouvaient à Liège, etc., et que l'Allemagne était mêlée à la disparition du panneau des juges intègres. Et les journaux allemands, à leur tour, ont réagi très vivement, et des autorités allemandes aussi, d'ailleurs, ont parlé d'une accusation infamante. Donc, si on était allemand, si on avait un accent étranger, on était déjà suspect. Mais quand on analyse le dossier, il n'y a aucune raison pour supposer que le panneau ait quitté la Belgique. Et il faudra attendre une lettre qui arrive à la fin du mois d'avril, donc une vingtaine de jours après le vol, pour que l'affaire prenne une autre tournure. Cette lettre est adressée à l'évêque de Gand, qui est sous-signé Dua. D.U.A. Qui dit, voilà, monseigneur, je ne vais pas vous expliquer comment c'est arrivé, mais nous sommes arrivés en possession de ces chefs-d'œuvre par des tribulations. On va vous rendre tout ça contre 1 million et le classement de l'affaire. Monseigneur, nous avons l'avantage de vous faire savoir que nous disposons des 2 tableaux de Van Eyck qui ont été dérobés à l'église principale de votre ville. Vous mettrez à la disposition d'une personne dont l'adresse vous sera indiquée la somme de 1 million en 90 billets de 10 000 francs et 100 billets de 1000 francs. Quelle autorité oserait assumer la responsabilité de rejeter nos propositions qui ont le caractère d'un ultimatum ? C'est un homme qui, on peut le lire, il adore l'art, il respecte l'art et il veut coûte que coûte restituer les 2 tableaux. On le sent dans sa lettre. Quand on a un Van Eyck, on sait qu'on a quelque chose de valeur. Et quand on demande 1 million pour un Van Eyck, ou même pour 2, disons, c'est vraiment des queues de cerise. Un Van Eyck, songez, n'a pas de prix. Aujourd'hui, on ne peut pas dire combien vaut un Van Eyck. C'est impossible. Le vol aurait donc pour but une demande de rançon. Cette pratique, qui a pris de l'ampleur à la fin des années 60, est toujours d'actualité et a même donné naissance à un néologisme, l'artnapping, formé des mots art et kidnapping. Pour les criminels, l'artnapping évite d'avoir à chercher un receleur ou un acheteur. La compagnie d'assurance du propriétaire a tout intérêt à payer une rançon si son montant est inférieur à la valeur de l'œuvre et à l'indemnisation qu'elle devrait verser au propriétaire. Néanmoins, elle met en jeu la conservation de l'œuvre durant le temps des négociations, qui peuvent être longues, dangereuses et rarement couronnées de succès.
Dans notre affaire, l'évêché et la police débutent de longues négociations avec le mystérieux DUA, à commencer par la mise en place d'un système de communication à travers les petites annonces du journal La Dernière Heure. Les réponses de l'évêque doivent se faire indirectement par des petites annonces dans La Dernière Heure. Chaque fois donc avec une en-tête DUA. Comme ça, DUA lit le journal, peut reconnaître la réponse, trouver la réponse de l'évêque. La réponse sur la première lettre de DUA était proposition exagérée. Je crois que DUA n'était pas très content avec cette réponse-là, mais DUA a insisté, il a envoyé une deuxième lettre. Monseigneur, nous venons de prendre connaissance de votre réponse par voie de journal. Nous ne pouvons revenir sur le montant proposé. Il essaye de culpabiliser un petit peu l'évêque, de le confronter avec sa responsabilité en disant si vous ne faites pas le nécessaire, si vous ne donnez pas votre parole, ce sera terrible pour la Belgique. Que vont dire le roi, les amateurs d'art, enfin il est vraiment déchaîné. Ça ne peut pas se faire. Au fond, on ne vous demande pas grand-chose pour rendre ce tableau. Vous auriez grandement tort de tergiverser davantage. Il n'y a pas d'autre issue. Et finalement, l'évêque dit « Ok, voilà, on va faire comme ça ». Une fois qu'il y a un accord de l'évêque de payer, l'évêque reçoit une lettre disant « Voilà, pour prouver que c'est bien moi et notre bonne volonté, notre bonne foi, vous trouverez ici un ticket de gare, d'une consigne de gare en fait. À Bruxelles, vous pouvez récupérer votre grisaille, donc le Saint-Jean, pour rien. » Monseigneur, nous avons pris connaissance de votre réponse par voie du journal du 25 mai et prenons bonne note de vos engagements. Tenez-les scrupuleusement et nous tiendrons le nôtre. Veuillez trouver ci inclus le reçu du dépôt du Saint-Jean, il reste à votre disposition. Le commissaire Luisterborg, il a pris le taxi pour rouler vers la gare de Bruxelles-Nord. Il a été à la consigne et il a récupéré le panneau de Saint-Jean-Baptiste, la grisaille. Ce panneau était enveloppé d'un papier brun, ensuite emballé dans une toile cirée noire, et le tout était fermé avec quelques cordes. Le panneau volé comprenait deux phases indépendantes. À la consigne de la gare de Bruxelles, c'est l'autre face du panneau que la police retrouve. Sur ce panneau, les frères Van Eyck avaient représenté Saint Jean-Baptiste selon une technique picturale bien particulière qu'on appelle la grisaille. La grisaille, par un subtil jeu d'ombre, de volume et de lumière qu'on peut qualifier de clair-obscur, est une technique de peinture en trompe-l'œil qui cherche à imiter la sculpture, le marbre ou la pierre, en passant du blanc au noir par toutes les nuances de gris. Rappelons qu'au Moyen-Âge, les retables étaient placés derrière les autels, loin des fidèles, et qu'on pouvait parfaitement croire que ces personnages étaient sculptés dans la pierre, comme c'était ici le cas avec le Saint Jean-Baptiste. DUA a envoyé 2 jours plus tard une autre lettre à l'évêque. Là, il voulait récupérer son argent. Seulement, la police s'en réfère à ses supérieurs et ça arrive jusqu'au ministre de la Justice qui a dit « Ah ben non, pas question, nous ne sommes pas à Chicago ici, on ne traite pas avec les gangsters ». L'évêché, lui, il insiste parce qu'il sait payer, il voudrait que ce soit réglé très vite. Et on se met d'accord de faire comme si on acceptait et de donner rendez-vous à DUA selon ses désirs. DUA dit, voilà, une personne va se présenter à tel endroit avec un journal déchiré.
Je vous envoie la moitié de la page du journal déchiré. La personne qui viendra sonner chez vous aura l'autre moitié. Vous saurez que vous devez remettre le paquet, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire le million, à cette personne-là, et très vite, vous aurez votre tableau. Et il est reparti. Et tout le monde se pose la question. Et la police? Eh bien oui, la police n'était pas sur place. Il n'y avait pas de police, pas de filature, pas d'observation. Rien. Dans cette fameuse enveloppe, je crois que Duhat a dû être surpris au moment où il ouvrait l'enveloppe parce qu'il n'y avait pas 1 million de francs belges, mais il y avait 25 000 francs belges. Il envoie des lettres successives en disant que c'est scandaleux de casser les négociations. Monseigneur, rompre un accord dans des moments pareils alors que nous étions engagés, c'est inconcevable et c'est ruiner la confiance réciproque. C'est à la limite l'évêque qui est le malfaiteur, alors que nous avons été tout à fait honnêtes, nous avons rendu le Saint-Jean. C'est scandaleux, qu'est-ce qu'on va penser? Et il y a un certain nombre de lettres qui se suivent ainsi. Et à un moment donné, Duhat propose plus 1 million, mais un demi-million. Monseigneur, nous sommes disposés à vous mettre en possession des juges intègres après que vous aurez versé, suivant nos premières indications, la somme de 500 000 francs. L'évêque propose un moyen de restitution qui ne convient pas à Duhat. Venez avec votre tableau et si c'est bien le vrai, eh bien, on vous donne la somme que vous demandez. Autrement dit, venez vous livrer, on va mettre les menottes. Ce n'était pas possible, c'est ridicule, il n'y a aucune psychologie là-dedans. Donc bien sûr, on en reste à un point mort, de chacun restant sur sa position, et puis il n'y a plus de lettres. Curieusement, l'évêché ne se plaint pas non plus à la police pour voir s'il y a eu des traces ou des informations de leur côté. Non, il n'y a plus de lettres, rien. Et l'affaire s'arrête là, la police n'a pas d'autres preuves, il n'y a plus de contact avec Duhat, c'est fini. Heureusement, l'affaire va rebondir quelque temps plus tard de manière tout à fait inattendue à travers une personnalité locale, Arsène Godertière. Godertière est un ancien sacristain reconverti dans la finance en tant qu'agent de change. Philanthrope, créateur de mutuelles catholiques, il est un grand amateur d'art et une personnalité importante dans sa communauté. Pour terminer sa carrière, il aimerait prendre des responsabilités politiques et à l'approche d'élections locales, il participe à différents meetings dans la région. Le 25 novembre, il se trouve à une réunion politique à Termonde et il reçoit un malaise. Au moment de son malaise, il y a un docteur dans la salle, il est réanimé et il est transféré au domicile de son beau-frère à Termonde. Là, ça va très mal, il s'aperçoit que la fin s'approche. Il est sur le lit et il demande de voir son ami, l'avocat de Vos. Il demande aux autres de quitter la pièce. Pendant 1h30, il est en conférence intime avec son avocat et il lui raconte que lui, et seul lui, est au courant, sait où se trouve l'agneau mystique. Ce sont ses propres paroles. Alors il dit « Mon bureau, le tiroir, l'enveloppe de la mutualité et quoi? Plus rien. Il meurt. » C'est ce qu'on dit. C'est ce que l'avocat de Vos a dit
à la police, mais beaucoup plus tard. Le lendemain de la mort de Goedertier, il y a l'avocat de Vos qui se rend chez la veuve de Goedertier. Il rentre dans le bureau, il ouvre le tiroir. Et effectivement, il trouve une enveloppe de la mutualité. Dans cette enveloppe se trouvent les 13 lettres de DUA. Et il décide d'aller fouiller chez Goedertier en disant probablement que le tableau est chez lui et que ça va être facile. Mais non, on ne trouve pas du tout, il n'y a rien chez lui. On peut se poser la question si M. De Vos, l'avocat, a vraiment tout dit, parce que l'entrevue qu'il a eue avec M. Goedertier sur son lit de mort a duré 1h30. Apparemment, il n'aurait dit qu'une ou deux phrases et quelques mots. C'est quand même un peu pour une entrevue d'1h30. Ce qui est énorme, ce n'est pas tellement le vol, c'est que dans les documents que trouve De Vos au départ se trouve probablement la raison et les noms et le pourquoi de tout ça, et que ce sont ces personnes-là qui sont importantes, et que c'est ça qu'il faut absolument masquer, qu'on ne peut pas faire savoir. En 1934, il y avait la crise économique, il y avait des banques qui faisaient faillite, il y avait des gens qui avaient perdu beaucoup d'argent. Et bon, il y a une piste qui dit que Goedertier a voulu récupérer de l'argent pour donner l'argent à des personnes, une famille ou une banque qui aurait fait faillite. Ce n'est pas une histoire de grand amoureux d'art, c'est une sordide histoire d'argent. Les lettres DUA, il y en a eu 13 qui ont été envoyées. Et dans le tiroir du bureau de Goedertier, il y en avait une 14e. C'était une lettre manuscrite. Dans cette lettre, il y a une phrase qui est très importante. Et c'est une phrase où Goedertier met que les ... Mais on lit les juges intègres. Ils sont cachés dans un lieu public où on ne peut pas les récupérer sans être vu. Et donc cette phrase a fait couler plutôt beaucoup d'encre. On va abattre même des monuments aux morts en disant ça peut être là parce que c'est sur le trajet de sa route. Donc on cherche là des endroits et on se casse aussi la tête. Quel endroit formidable peut-il être, un endroit où en fait il est devant soi quelque part. Goedertier est mort, et c'est bien fait, dirait tout le monde. C'est parfait, c'est le coupable idéal, puisqu'il a laissé toutes les traces qu'il faut chez lui. Donc officiellement, l'affaire est classée en 1937, je crois, ou 1936, et on ne trouve pas le tableau. Mais apparemment, personne semble s'offusquer que les recherches s'arrêtent là, et qu'un Van Eyck, donc un équivalent de la Joconde, si on veut, pour rester côté français, qu'on le laisse dans la nature. Et qu'il n'y a plus aucune recherche qui se fait. Donc c'est un peu comme si tout le monde était bien content d'oublier cette affaire.
ans que le mystère persiste et que le feuilleton passionne la Flandre. Où se cache le panneau volé du retable de l'agneau mystique? Depuis sa disparition en 1934, des dizaines de théories ont été échafaudées. La dernière piste sérieuse, c'est qu'une famille gantoise serait en possession de ce morceau de l'agneau mystique des frères Van Eyck. Le parquet de Gand a ouvert une enquête. Hier soir, sur le plateau de la VRT, comme un coup de théâtre, cet historien affirme que les juges intègres seraient cachés dans une famille gantoise, une confidence faite par le célèbre constitutionnaliste Robert Senel, ici à gauche sur l'image et aujourd'hui décédé. Les gens qui aujourd'hui possèdent le panneau n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 80 ans. C'est via un héritage ou je ne sais quoi. Donc nous ne devons pas les clouer au pilori, mais nous devons trouver une solution pour le patrimoine. L'historien ne veut donc pas rendre public le nom de cette famille qui n'oserait tout simplement pas dévoiler son secret par peur du scandale. Cette nouvelle piste est prise très au sérieux. Une enquête judiciaire a été ouverte. J'ai eu ce soir un contact avec le juge d'instruction. Il m'a confirmé qu'il menait cette enquête de façon approfondie. Il a entendu un certain nombre de membres de cette famille, mais il n'y a encore aucune inculpation et absolument aucune indication concrète de l'endroit où pourrait se trouver le tableau. Le mystère plane donc toujours, mais l'enquête judiciaire cette fois permettra peut-être de résoudre cette énigme qui met la Flandre en émoi. C'est le dernier rebondissement en cours et qui, à ce jour, n'a rien donné. Mais comme par le passé, les policiers ont déjà creusé différentes pistes. La cathédrale Saint-Bavon a été fouillée de fond en comble. Une hypothèse donne le tableau caché dans le mausolée du roi Albert qu'il n'est pas question d'ouvrir. Un parking a même été totalement détruit pour vérifier une autre piste. Mais toujours rien. C'est une histoire qui n'a jamais quitté l'actualité. Depuis 1934, on en a reparlé régulièrement. Le fait que Goedertier dise « je suis le seul et je sais où se trouve le panneau, mais bon, je suis en train de crever » et il ne dit rien, c'est merveilleux. C'est un bon début pour un roman policier ou d'aventure. Comme c'est du A, mais on a pensé que ça voulait aussi dire quelque chose. Donc, D, devant ou derrière, au choix. Un ou une, au choix. Et alors, vous prenez tous les mots du dictionnaire commençant par A et vous éliminez, vous voyez ce qui peut aller. Dans un hôtel, derrière un hôtel, dans une armoire, etc., dans une auto. Tout est possible. Un jour, quelqu'un a indiqué que le panneau se trouvait chez le pape à Rome. Bon, je comprends que nous ne pouvons pas demander à l'évêque d'appeler le pape pour organiser une perquisition là-bas. Ce sont des choses qu'on doit prendre en considération quand même. Dans tout le dossier, dans toute l'enquête, pendant toutes ces années, il n'y a aucun élément qui démontre, que le panneau a été détruit ou que le panneau ne pourrait plus être retrouvé. Donc, le panneau existe toujours. Le contraire n'a pas été prouvé. Oui, je pense que le tableau reviendra un jour. Parce que la personne ne l'a pas détruit. Je pense qu'il l'a soigneusement caché. Le jour où le tableau va être retrouvé, ça va être extraordinaire. C'est une nouvelle qui fera le tour du monde. J'espère que le panneau est toujours intact. J'espère vraiment, parce que c'est un chef-d'œuvre, c'est un Van Eyck. Et en même temps, j'espère étrangement qu'on ne le trouve pas ou pas trop vite. Mais tout le monde sait bien qu'un trésor, une fois trouvé, perd de son intérêt. L'histoire entière du vol des juges intègres, ça captive tout le monde, pas seulement en Flandre, pas seulement en Belgique, mais dans le monde entier. C'est si magique, si intangible. Ça rayonne. Et si on commence un peu à se plonger dans la lecture de tout ce qui concerne ce panneau, ça use.
Il y a une telle force d'attraction, on devient vraiment passionné de ce sujet. Et ça ne te lâche plus. Pour nous, les enquêteurs, c'est vraiment une chasse au trésor. La chasse au trésor continue. Et malgré l'émotion que suscite toujours le retable de Gand, à travers la perfection de tous ces panneaux, il demeure la frustration réelle de savoir que celui des juges intègres n'est pas celui peint par les frères Van Eyck au XVe siècle. J'espère qu'il retrouvera un jour sa place pour quitter définitivement la longue liste des trésors volés.